Penser l'Afrique et le monde, l'Afrique dans le monde, c'était l'objectif des ateliers de la pensée à Dakar. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est Felwine Sarr, Felwine Sarr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénégalais, d'abord économiste, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Vous êtes aussi musicien, éditeur et écrivain, notamment d'un livre remarqué en 2016, Afrotopia. C'était aux éditions Philippe Ray. Alors vous avez organisé en octobre dernier à Dakar et à Saint-Louis d'ailleurs les ateliers de la pensée. 4 jours de rencontres entre une trentaine d'intellectuels et d'artistes d'Afrique et des diasporas africaines. Et vous avez rassemblé dans un livre, Écrire l'Afrique monde, toutes les contributions, les réflexions de ceux qui ont participé à ces rencontres. Quelle était votre idée de départ quand vous avez imaginé ces ateliers de la pensée ? En fait, la grande idée de départ était de réunir un certain nombre d'intellectuels, d'artistes du continent et de ses diasporas pour reprendre en charge d'un point de vue intellectuel et théorique une réflexion autour des grandes problématiques de l'heure qui intéressaient le continent africain. Donc, les problématiques, bien sûr, sociétales, économiques, environnementales. Donc, avoir une plus grande intelligibilité du réel. Donc, mieux saisir ce qui se jouait sous nos yeux, mais aussi anticiper, se projeter, puis avoir une réflexion prospective sur les 30, 35 années à venir, parce qu'on sait que le continent a une démographie importante qui arrive. On va en parler, voilà, que celle-ci soulève un certain nombre d'enjeux, mais reprendre toutes les questions à leurs racines et renouveler le regard sur un certain nombre de problématiques, mais en le faisant de manière plurielle et transdisciplinaire. Voilà. Qui était présent à ces ateliers de la pensée? Alors il y a quelques noms inconnus, je vois Alain Mabankou, Léonore Amiano. Oui, Alain Mabankou, Léonore Amiano, Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf, mais aussi de jeunes anthropologues, Abdourahmane. On voit une photo là avec tous les participants. Voilà. Une jeune philosophe, Nadia Yala Kissoukili, et tant d'autres. Françoise Vergès aussi. Donc Françoise Vergès était là aussi, Ouria Ben Touami, Lydie Moulileno, et puis des gens qui travaillent dans des champs et des sphères différentes, des écrivains, des universitaires, des artistes, des hommes, des femmes. Un journaliste du journal Le Monde a dit que c'était une réflexion pour sortir du tête-à-tête avec l'Occident. En fait, l'idée c'est de dire que les archives du monde sont plurielles et nombreuses. Et pendant peut-être 30-40 ans, il y a eu des débats où on répondait à un certain nombre d'injonctions. La négritude a répondu au discours qui prétendait que l'Afrique n'avait pas de civilisation et de culture et qui posait le débat en termes de territoire, de race et d'identité. Il me semble qu'au bout d'un certain nombre d'années, pour achever les processus de décolonisation, surtout dans le champ épistémologique, il faut qu'on arrête de répondre à l'Occident. Et probablement, l'idée, c'est de pluraliser les archives et les regards sur le monde. Je veux dire, de l'Amérique latine, des choses intéressantes émergent, des mondes asiatiques, des mondes africains. Et l'idée, c'est de dire que lorsqu'on est dans un monde en interdépendance, le patrimoine culturel, mais surtout intellectuel et cognitif, et celui du monde. Et on peut aller puiser dans plusieurs archives, celle africaine, celle indienne, et pluraliser justement les dialogues. Et sortir de cette relation où si on ne fait pas gaffe, le propos risque d'être déterminé par le propos d'en face. Et ça ne me semble pas très créatif et très fécond. Felwine Sarr, est-ce qu'on pourrait dire que les pays africains sont indépendants depuis près de 60 ans maintenant, mais que l'Afrique, elle, n'est toujours pas décolonisée? Toute décolonisation fondamentale est un processus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on signe un acte d'indépendance et de souveraineté nationale, mais les rapports de force, les rapports asymétriques, les rapports de domination économique, culturelle qui existent, ont pris des siècles à s'ancrer et à s'articuler. Et il ne faut pas croire qu'ils se désancrent en 50 ans. Je veux dire, c'est un processus. Donc c'est un travail sur le long terme pour réinventer la relation et l'articuler sur une base non asymétrique. Et ça, je pense que tous les espaces qui l'ont été anciennement ont mis du temps, donc le temps de leur société, le temps de l'histoire, pour réinventer la relation et pour sortir des asymétries structurelles qui peuvent exister dans divers domaines et dans diverses sphères. Vous pensez qu'il faut encore donner du temps à l'Afrique pour... Oui, je pense qu'il faut qu'elle prenne le temps, parce qu'en fait, généralement, on lui dit qu'est-ce que vous avez fait de vos 50 ans. Je trouve que lorsqu'on l'inscrit dans le temps long et dans le temps de l'histoire, que c'est un horizon temporel assez limité pour vouloir qu'en 50 ans, elle règle tous les problèmes, et surtout, il y a des relations qui ne sont pas encore totalement sorties de la vision asymétrique et instrumentale
qui existent. Et ça, c'est un travail qui prendra le temps des sociétés humaines, pas le temps des individus. Oui. Dans cette décolonisation lente de l'Afrique, est-ce que les élites africaines ont leur part de responsabilité? Elles ont leur rôle à jouer, elles ont leur part de responsabilité à jouer. Je veux dire, c'est un processus global qui est transversal, mais au moins sur les régimes discursifs, sur les discours, sur les grilles de lecture du monde, sur les savoirs, sur un certain nombre de choses dont elles ont la responsabilité de la production, mais surtout, je dirais, de l'interrogation et du renouvellement. Elles doivent faire un travail pour rendre le propos plus riche, et pour éviter les pièges d'une certaine vision ou d'un certain discours. Elles ne seront pas seules à le faire. Les élites politiques aussi ont un travail important à faire et il leur incombe une grande responsabilité. Et elles aussi doivent faire leur part de travail dans ce processus qui vise à lever les entraves vers un plus grand épanouissement. Et ça aussi, c'est important de le rappeler, parce que ce n'est pas un propos revanchard ou dirigé contre qui que ce soit, mais retrouver des espaces de liberté, d'autonomie, et retrouver des espaces non entravés, c'est élargir la possibilité de répondre à ces défis. On vient de voir la couverture là, de votre livre précédent, Afrotopia. C'était une utopie pour l'Afrique, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'était une utopie pour l'Afrique. C'était pour dire que les horizons demeurent ouverts et que le champ du possible demeure ouvert. Et que les sociétés doivent inventer les modalités de leur présence au monde et doivent choisir le type de valeurs qu'elles articulent et le type d'équilibre. Et qu'il y a un certain nombre de notions qui existent, développement, démocratie, etc., etc. Mais fondamentalement, la question de fond, c'est que signifie bien vivre ensemble et comment on articule le bien vivre. Vous avez parlé de démocratie, de développement. Est-ce que ces notions de démocratie à l'occidental, souvent on dit le modèle démocratique occidental n'est pas nécessairement adapté à l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'il faut distinguer la démocratie substantielle, le contenu de fond. Le contenu de fond, c'est la participation de tous à la gestion de la chose politique du plus grand nombre et la possibilité de contrôle et de contre-pouvoir et surtout articuler un contrat social autour de cela. Pour moi, c'est ça fondamentalement la démocratie. Donc les idées, je pense que toutes les sociétés humaines ont eu des formes de participation du plus grand nombre et de contre-pouvoir. Les institutions occidentales ou la technologie électorale occidentale est une technologie d'un point de vue formel et institutionnel qui peut être interrogée. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. Si vous faites les élections et que vous n'avez pas de contre-pouvoir, vous n'avez pas de débat, vous n'avez pas de contrat social, vous n'avez pas de mécanisme de participation de tous, vous êtes dans une coquille, mais la substance en elle-même, vous ne la vivez pas. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est de mettre en place dans les sociétés africaines les mécanismes d'un vrai contrat social qui assure la participation de tous. Et ce mécanisme d'un vrai contrat social, ça passe par le développement de la société civile, par exemple? Exactement, ça passe par le développement de la société civile, mais ça passe par aussi l'invention de formes institutionnelles qui prennent en compte l'histoire, l'historicité, les cultures et qui donnent forme à ce contrat social-là qu'on réarticule. Et ça peut bien surprendre des formes qui empruntent aux institutions que l'on a vues ailleurs, mais ça peut être aussi des formes réinventées qui fonctionnent puisqu'elles s'ancrent dans un substrat culturel endogène et elles n'en seraient pas moins démocratiques d'un point de vue substantiel. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il ne faut pas être paresseux et penser qu'on peut revêtir des formes institutionnelles nées ailleurs sans faire le travail nécessaire de les adapter à son environnement ou même de les produire. Et à mon avis, les produire, parce que ces formes-là qui fonctionnent, puisqu'elles sont achevées ailleurs, elles sont le résultat d'une longue production. Un long processus historique, oui. Historique dans ces espaces-là. Et il ne faut pas croire que nous ferons l'économie des processus historiques qui vont produire leur forme propre. Et justement, qu'est-ce que l'Afrique aurait à dire au reste du monde en matière de démocratie, de progrès social ou d'organisation de la société? Il y a énormément de choses à dire. Déjà, un homme, une voix, c'est intéressant, mais c'est insuffisant. Je veux dire, on peut considérer qu'un homme, une voix, mais on peut considérer qu'une classe d'âge peut aussi participer. On peut considérer que tous les membres de la société, on peut les inclure. On peut considérer que même le vivant, on peut avoir une politique du vivant. On peut élargir la sphère de participation à la nature, à l'environnement, et on peut avoir une vision beaucoup plus large de qui doit être pris en compte dans le contrat social. Et il me semble que les sociétés africaines ont développé beaucoup d'ingénierie sociale en intégrant la différence, en étant des sociétés qui ont été capables d'intégrer la multiplicité et la pluralité. La pluralité des religions, la pluralité des cultures, la pluralité des ethnies, et la notion élargie de qui fait famille et qui appartient à la communauté politique. Actuellement, en Europe, on a une crise des solidarités. On ne sait pas trop comment régler la question des migrants. Et je pense que le continent africain a énormément de choses à dire sur comment on élargit
la figure de celui qui appartient à la communauté politique, qui est dedans, qui est ensemblable et avec qui on retisse les liens sociétaux. Je voudrais vous poser une question plus concrète sur l'Afrique d'aujourd'hui. On sait que l'Afrique est sans doute le continent potentiellement le plus riche de la planète. On ira, vous y avez fait allusion tout à l'heure, 2 milliards d'Africains en 2050. 2,5 milliards. Donc une démographie très importante. À quelles conditions est-ce que l'Afrique peut décoller économiquement? Elle a toutes les cartes en main et on a l'impression que ça ne profite qu'à une toute petite partie de la population. Déjà, que ces ressources lui servent, que dans l'échange qu'elle articule avec le reste du monde, que les termes de l'échange soient beaucoup plus équitables, que ces matières premières, elle les vendent à des prix équitables, d'une part, que lorsqu'on exploite sur son sol des hydrocarbures, des mines, que les contrats que les États signent et que les quotes-parts des uns et des autres soient beaucoup plus équilibrés. C'est quand même absolument pas normal que pour des ressources comme le pétrole, les États africains se retrouvent avec 10%. Et on leur demande de faire des choses avec ces 10%-là, et que les compagnies pétrolières, sous prétexte d'amener la technologie, se taillent la grosse part du gâteau, et après on s'étonne. Donc déjà, il y a un rééquilibrage à faire dans les rapports économiques globaux et internationaux. Et deuxième élément, il y a une meilleure gestion des élites internes, ou de ceux qui ont en charge la gouvernance, pour redistribuer au plus grand nombre, pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans le capital humain, au bénéfice du plus grand nombre, et faire en sorte que cette démographie à venir, ça soit une opportunité en investissant dans le capital humain. Mais il y a plusieurs dynamiques qui s'articulent. Des dynamiques internes, de gestion interne beaucoup plus vertueuses, et des dynamiques de rapport avec le reste du monde beaucoup plus équilibrées. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale. On a estimé que l'évasion fiscale était plus importante que les flux d'aide au développement. Donc ça veut dire que ces multinationales, si elles payent leurs impôts normalement, on n'a pas besoin d'être dans des problématiques d'aide ou pas d'aide. Et les flux financiers des migrants sont plus importants que l'aide publique au développement. Donc deux axes, rééquilibrer les rapports avec le reste du monde et mieux gérer les ressources internes et mieux investir dans de la durabilité. Une dernière question brièvement, on est sur TV5 Monde, la francophonie. Je rappelle que le français est aujourd'hui largement une langue africaine, 80% des francophones sont en Afrique. Elle est devenue une langue africaine. L'espace francophone, vous en attendez quoi? Quand on a une langue qu'on parle à 200 millions sur le continent, et dont la vitalité est justement portée par la démographie africaine, je pense qu'une langue, elle permet des échanges culturels, intellectuels, elle permet des échanges d'idées. On peut aussi créer un espace économique. Je veux dire, on n'est pas obligé de nous arrêter à la dimension intellectuelle et culturelle. On peut considérer que on échange beaucoup plus facilement avec des gens avec qui on partage un même socle de culture. Et je pense qu'il y a un chantier aussi à mener dans cette perspective-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je renvoie à ce livre, donc, Écrire l'Afrique monde. Ça rappelle le tout monde d'Edouard Glissant. On aurait pu en parler, mais on n'a pas le temps. Mais en tout cas, c'est un très très beau livre, très intéressant sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup.